Je suis Game Master dans un escape game. Ça fait un petit bout de temps que j'exerce ce métier et je me suis rendu compte que j'avais des choses à transmettre et à partager aux autres parce que ça reste un métier relativement récent quand même. Du coup, cette vidéo, elle va surtout s'adresser aux personnes qui vont peut-être faire leur première session d'escape game bientôt ou à toutes ces personnes qui ne savent peut-être pas trop ce qu'est un escape game et ce qu'est un Game Master et qui du coup cherchent à se familiariser sur ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'un escape game ? Ici, je vais surtout expliquer dans les grandes lignes, l'idée étant de comprendre relativement vite ce qu'est l'escape game, d'accord ? Je vais pas m'attarder sur l'historique ou sur des dates, mais là on va aller vraiment au plus simple pour comprendre dans sa généralité, ok ? À la base, l'escape game, que tu peux aussi traduire par jeu d'évasion, c'est un jeu en ligne en point and click. Ça ressemble beaucoup aux escape games sur portable. En gros, avec ta souris, tu devais cliquer dans la pièce pour trouver des objets, histoire de les combiner avec d'autres objets, dans l'espoir de pouvoir déverrouiller des tiroirs, ouvrir des cadenas, ouvrir des coffres et éventuellement la porte de sortie. Très vite, le concept a été transposé dans la réalité. Donc à partir de là, en fait, on enfermait physiquement des joueurs dans une pièce et ils devaient interagir avec les éléments de la salle pour trouver un moyen de s'en sortir en un temps limité. En général, c'est moins de 60 minutes. Depuis, ce live escape game ne fait que évoluer. Technologiquement parlant, on a des escape games en réalité virtuelle, on en crée en extérieur, donc vraiment quelque chose qui innove et qui progresse énormément et qui à mon avis n'en est qu'au début. Mais ici je vais surtout m'intéresser sur l'escape game dit classique où on enferme des joueurs dans une salle parce que c'est moi celui que je connais le mieux. Alors, comment se déroule une session d'escape game classique ? C'est relativement simple. Après avoir fait ta réservation, tu te pointes à l'escape game à l'heure fixée et tu seras accueilli par ton Game Master. Il va t'expliquer les règles de base et puis il va te donner des conseils. C'est ce qu'on appelle le brief. Ensuite, il va te faire un petit peu une immersion, histoire de t'ambiancer un peu en te racontant l'histoire et quelle sera ta mission. Il t'enferme dans la salle. À partir de là, le Game Master peut te suivre avec des caméras et ou des micros, histoire de pouvoir te voir et t'entendre. Et il pourra de ce fait t'aider de temps en temps si jamais il voit que tu bloques sur une énigme. Une fois que ta session est finie, il vient te chercher dans la salle et puis ensuite vous allez un petit peu parler de l'expérience que tu as vécue à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le débrief, dans lequel du coup vous allez un petit peu vous rappeler les points forts de ce qui s'est passé. Si tu as des questions, c'est le moment de les poser, des choses comme ça. On finit par une petite photo et puis après tu peux partir de l'escape game. Compte en tout et pour tout, je dirais une bonne heure et demie d'expérience entre l'accueil, le brief, le jeu en lui-même, le débrief, la photo, etc. Alors ça c'est pour l'expérience globale que tu vas vivre, mais si tu n'en as jamais fait, je sais que tu as certainement 8000 autres questions qui sont en train de défiler dans ta tête, notamment sur ce que tu dois faire une fois livré à toi-même dans la salle. Ne t'en fais pas, j'ai beaucoup de conseils et de recommandations à te donner. La toute première chose que tu dois faire une fois que tu seras enfermé dans la salle, ce sera de la fouiller. Je pense que c'est un peu la partie un peu délicate d'un escape game parce que lorsqu'on est enfermé, tu sais pas trop quoi chercher, tu sais pas trop quel est le but, donc il y a toujours un peu un moment de flottement au début d'un escape game. Ne t'en fais pas, c'est normal. Cette étape de fouille, elle est hyper importante au début parce que déjà ça va te permettre de te familiariser avec ton environnement. Ça va te permettre de trouver des objets potentiellement utiles pour la suite et ça va également te permettre de mesurer l'ampleur des choses que tu auras à faire. La plus grosse différence, je dirais, entre un escape game en ligne et un live escape game, dans un escape game en ligne, tu es tout seul.
Alors qu'en général, un line escape game, c'est plutôt un jeu d'équipe. Il me semble que c'est d'ailleurs comme ça que le projet a été créé, d'en faire un dans la vraie vie. C'est dans cette volonté de créer un jeu d'équipe pour les team building, des choses comme ça. Donc vous êtes ensemble dans une pièce fermée et vous devez ensemble tenter d'en sortir. Là, l'idée, c'est que tout le monde fouille partout. Ce n'est pas parce que ton ami a fouillé quelque part et qui dit « Ok, c'est bon, il n'y a rien » que tu dois lui faire confiance et te dire « Ok, j'ai pas besoin de fouiller ». Quitte à refouiller aux mêmes endroits, tout simplement parce que vous n'avez pas la même manière de regarder les choses, vous n'avez pas la même manière de fouiller, de chercher. Il est très probable que de temps en temps, quelqu'un trouve quelque chose à un endroit qui a déjà été fouillé plein de fois. Ça arrive très souvent. En règle générale, tu n'as pas besoin de monter sur le mobilier ou de faire la courte échelle avec un ami pour chercher des indices en hauteur. Tout simplement parce que déjà, ça peut être dangereux. Hein. Le mobilier n'est pas forcément conçu pour supporter le poids de plusieurs êtres humains à la longueur de journée. Et il faut également penser aux joueurs de petite taille. On met rarement des objets à une hauteur complètement inatteignable. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de lever les yeux, ok? Si tu as besoin de chercher en hauteur, au plus haut, ce sera bras tendus et pointe des pieds. Voilà, c'est vraiment le plus haut en général que tu puisses aller et en général, c'est rarement au-delà. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais dans la généralité, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, une énigme ne s'est jamais résolue en gardant les indices dans ses poches. Le pire qui pourrait arriver, ce serait que tu oublies que tu as cet indice. Du coup, tu vas perdre un temps monstre à essayer de résoudre une énigme alors qu'il te manque un objet que tu as sur toi. Et dans le pire des cas, tu peux quitter l'escape avec cet indice dans la poche. Du coup, nous, après, quand on doit ranger la salle, on est en stress parce qu'on ne trouve pas l'objet. C'est nul. Ne fais pas ça. Ce que je te conseille plutôt, c'est de centraliser tous les indices matériels que vous trouvez. Donc en plus de dire à voix haute ce que vous trouvez, vous les mettez tous dans un même endroit. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour réfléchir un peu à la résolution d'énigmes. Donc là, vous avez bien fouillé tous partout, vous avez centralisé tous les objets que vous avez trouvés quelque part dans la salle. Vous pensez qu'il n'y a plus rien à trouver, c'est le moment de se concentrer sur les énigmes. À partir de là, c'est brainstorming. Partez du principe qu'il n'y a aucune mauvaise idée. Ça arrive encore trop souvent que des joueurs perdent du temps parce qu'ils avaient la bonne réponse, mais comme ils la trouvaient un peu bizarre ou un peu perchée, ils n'osent pas la dire ou ils n'osent pas la tenter. Et du coup, ils perdent un temps fou parce que, en fait, c'était ça la solution, mais ils n'ont pas pris la peine d'essayer. Ce qui m'amène à un autre point qui est ne soyez pas virulents envers les idées des uns des autres. Ça arrive souvent aussi, malheureusement, que quelquefois, un joueur ait une idée qui a l'air très bête, que du coup, il se fasse moquer par les autres, il n'ose plus parler, il n'ose plus réfléchir. En fait, c'est lui qui avait raison, quoi. En aucun cas, tu n'auras besoin d'un objet qui t'appartient pour réussir les énigmes. Je parle surtout de ton portable, mais ça peut être des stylos, un papier, enfin voilà. Si jamais tu as besoin de prendre des notes, il y aura certainement de quoi écrire fourni dans la salle. C'est la raison pour laquelle on te demande de mettre toutes tes affaires personnelles, y compris les téléphones portables, dans le casier. Lors de la résolution d'énigmes ou de la manipulation d'objets, ou même si vous voulez ouvrir une porte ou un coffre ou quoi, la force physique intempestive ne vous sera très certainement pas utile. Souvent, dans ces moments-là, j'ai des joueurs qui me disent quand est-ce que je sais que je vais trop loin. Il faut prendre conscience que des enfants peuvent jouer à des escape games. En général, à partir de 6, 9 ou 12 ans, un enfant peut participer. Dites-vous, est-ce que un enfant serait capable de faire ce que je suis en train de faire? Ensuite, gardez bien en tête qu'il va y avoir une autre équipe qui va passer après vous
qui va faire la même salle et qui vont manipuler les mêmes objets. Donc, si vous voyez que vous êtes en train d'abîmer l'objet, que vous êtes sur le point de le casser ou quoi, on remplace pas les objets et on les répare pas à chaque fois. Hein. Dites-vous, est-ce que je suis en train de laisser des marques? Est-ce que je laisse des traces? Est-ce que j'abîme quelque chose? Dans certaines enseignes, dans les briefs, ils disent la chose suivante: si ça ne s'ouvre pas à une main, c'est que ça ne doit pas être ça. Ça dépend des enseignes, mais je trouve que c'est un bon point de départ. Si ce que tu veux faire ne peut pas se faire à une main, c'est que tu dois être dans la mauvaise voie. Et dans le pire des cas, si tu as le moindre doute, ben n'hésite pas à demander au Game Master. N'oublie pas qu'il te voit et qu'il t'entend. Donc tu peux très bien dire à voix haute est-ce que j'ai le droit d'insister un peu là-dessus, est-ce que je suis potentiellement en train de le casser? N'hésitez pas à faire part de vos hésitations au Game Master pour vous conforter sur votre réflexion ou au contraire pour vous dire non, là vous êtes sur une mauvaise piste, passe à autre chose. Bon, ça avance, vous trouvez des trucs, vous résolvez des énigmes, vous n'avez pas encore tout cassé, on est bien. Par contre, il peut arriver qu'à un moment, ça bloque. Soit il y a une énigme qui est trop compliquée, soit il y a un objet que vous n'arrivez pas à trouver. Bref, là vous tournez un peu en rond et le temps passe, vous perdez du temps. Ça va pas. C'est là que le Game Master entre en jeu. L'intervention du Game Master, elle diffère selon les enseignes, mais en général, on peut mettre ça dans 3 catégories. Soit c'est le joueur qui pose des questions au Game Master. Le Game Master répond à tes questions en conséquence. Soit le Game Master n'intervient pas du tout. En général, ça concerne les salles dites expertes. Le Game Master, il est juste là pour surveiller si tu te mets pas en danger, si tu casses pas des trucs, mais aucune intervention de sa part n'est envisagée. Et tu as l'autre catégorie qui est que le Game Master décide d'intervenir ou non pour t'aider. Donc ce n'est pas toi qui lui pose des questions, c'est lui qui décide quand intervenir. Je vais plutôt me concentrer sur cette catégorie-là parce que c'est celle que je connais mieux. Quand vous faites une salle où c'est le Game Master qui décide quand vous aider, les indices ne se quémandent pas. En général, ça nous énerve. Et plus vous allez demander de l'aide, et moins on va vous aider. Je vous le dis tout de suite. Si le Game Master n'intervient pas alors que vous semblez bloqué, c'est que soit vous êtes en avance sur le timer et que du coup il vous laisse encore le temps de réfléchir parce que vous avez le temps, soit c'est parce que vous êtes très proche de trouver la solution et qu'il veut vous pousser à aller plus loin dans votre réflexion. Dans tous les cas, s'il fait ça, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est quand même beaucoup plus gratifiant de réussir sans l'intervention du Game Master. Ça arrive que certains joueurs prennent un peu mal le fait que le Game Master intervienne pour les aider parce que du coup ils ont l'impression d'être mauvais. C'est normal de recevoir de l'aide de temps en temps. Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre part. Si il intervient, c'est soit que vous êtes un peu en retard dans le timer et que vous risquez peut-être de perdre si vous n'avancez pas un peu plus vite, soit parce que ça fait vraiment longtemps que vous tournez en rond et que quand même le but de cette expérience c'est que vous vous amusiez, que vous ayez l'impression d'avancer. On a de temps en temps des joueurs experts qui en ont fait énormément et qui ne souhaitent pas avoir d'indices ou du moins très très peu, et d'autres joueurs qui, quitte à perdre, préfèrent vraiment avancer par eux-mêmes sans intervention du Game Master. Donc si vous avez des demandes un peu particulières comme ça, n'hésitez pas à en faire part au Game Master pendant le brief. On est aussi là pour ça. Ce qui m'amène à mon tout dernier conseil qui est amuse-toi. Il peut arriver malheureusement que tu perdes et que tu sois un petit peu déçu de ton expérience. S'il te plaît, ne tombe pas dans la mauvaise foi. On est souvent amené dans notre métier à être confronté à des joueurs qui sont extrêmement doués pour la mauvaise foi. En général, c'est qui sont déçus de leur expérience. Très souvent, c'est parce qu'ils perdent et qui du coup se dédouanent de tout. Ouais, mais en même temps, cette énigme, elle était un peu perchée quand même. Hein. Et en plus, cet objet-là,
il est introuvable. En plus, c'est pas bien éclairé, c'est pas possible. J'ai arraché la moquette, mais en même temps, vous interveniez pas, il fallait bien faire quelque chose. Alors effectivement, j'avais cherché à cet endroit-là, mais quand j'ai cherché à ce moment-là, la clé n'était pas là, hein. Vous l'avez mis entre temps, parce que moi j'ai cherché là et elle y était pas avant. Hein. Une salle, c'est toujours perfectible. On prend le temps d'améliorer les énigmes en fonction des commentaires qu'on reçoit des joueurs. C'est juste que tu t'en rends pas compte parce que comme une salle en général ne se fait qu'une fois, bah, tu vois pas les améliorations. Donc si jamais tu as des remarques à faire, n'hésite pas à en faire part à ton Game Master. Le débrief il sert aussi à ça, à vraiment se rendre compte de comment le joueur a senti cette expérience, si ça s'est bien passé et comment on peut faire en sorte que la salle soit encore mieux. Mais cracher sur la salle, sur les énigmes ou le Game Master parce que tu n'admets pas ta défaite, bah déjà ça plombe l'ambiance de ton équipe, alors que si ça se trouve, il y en a qui ont aimé cette expérience et ça rend le travail du Game Master beaucoup plus difficile. Je peux te dire que les joueurs désagréables qui font preuve de mauvaise foi, ils se font pas beaucoup aider pendant les escapes. Hein. Par contre, si au contraire c'est le Game Master qui fait preuve de mauvaise foi et qui se braque alors que toi tu avais juste des remarques et des conseils bienveillants à lui faire, là c'est pas ton problème. Ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, là c'est pas ta faute. Alors si je devais résumer les conseils les plus importants pour que ton escape game se passe le mieux possible, ce serait de fouiller, d'être curieux, de communiquer avec tous tes coéquipiers, soyez bienveillants envers vous, aucune censure lorsque vous réfléchissez à des énigmes et amusez-vous. Que vous perdiez ou que vous gagniez, c'est pas parce que vous avez perdu que ça doit être une mauvaise expérience. Il y en a qui perdent parce qu'ils admettent que c'était une salle peut-être un peu compliquée pour eux. Ça n'empêche pas qu'ils ont apprécié cette immersion, etc. Essayez un petit peu de relativiser tout ça, si jamais ça s'est pas bien passé, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de te rassurer un petit peu pour ta première expérience d'escape game, et pour les autres, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.